Le décès prématuré d'un jeune pompier éveille les soupçons. Mais quand un policier du même âge meurt dans des conditions analogues, peut-on parler de coïncidence? Les scientifiques s'interrogent. Ces minuscules cristaux peuvent-ils avoir provoqué la mort des deux hommes? Une caméra de surveillance suit les déplacements d'une jeune femme quelques minutes avant sa disparition. Le passé chargé d'un suspect fournit des éléments de réponse. Mais c'est un appel téléphonique qui scellera le destin du tueur. Bonjour. Merci de nous être fidèles pour suivre à mes côtés 2 nouvelles affaires des enquêtes impossibles. Vous connaissez naturellement le dicton populaire « on lui donnerait le bon Dieu sans confession ». Cette expression s'applique aux personnes dont la personnalité et le comportement inspirent confiance. Des gens au-dessus de tout soupçon, des gens incapables de faire le mal. Mais dans certains cas, comme nous allons le voir dans cette affaire, ces personnes apparemment irréprochables peuvent dissimuler dans le tréfonds de leur âme les desseins les plus noirs. Le métier de pompier est extrêmement dangereux, mais pour Randy Thompson, l'année 2000 va être particulièrement tragique. D'abord, il tombe d'un camion de pompiers à Cumming, en Géorgie, et se casse le nez. Il subit alors une opération chirurgicale et développe une très grave infection à staphylocoque. Les médecins lui ont dit « Votre état est extrêmement grave et vous pourriez bien en mourir ». Randy survit, mais ses problèmes de santé ne sont pas terminés. L'un de ses amis le découvre étendu par terre dans sa cuisine. Il a été pris de vomissements et tient des propos incohérents. Il avait des hallucinations. Il m'a regardé et m'a dit « Retourne dans ta foutue cage ». Je l'ai regardé, je lui ai dit « Quoi ? Retourne dans ta cage ?» « Mais de quoi tu parles, Randy ?» Il a répété « Retourne dans ta cage » et là j'ai compris qu'il croyait parler à son oiseau. On lui diagnostique une gastro-entérite très sévère. Progressivement, son état s'améliore grâce à l'aide de sa compagne, Lynn. Chaque fois que je lui parlais, il avait l'air d'aller de mieux en mieux. Il m'a dit « Lynn m'a fait un sandwich au fromage avec un thé glacé et j'ai tout gardé, j'ai pas vomi. » J'ai répondu « C'est bien, Randy. Peut-être que tu vas remonter la pente maintenant. » Mais 2 jours plus tard, son état se dégrade. Et Randy Thompson décède. C'était terrible. Un père arraché à ses enfants sans raison. Une carrière avec un métier qui le passionnait brutalement stoppée, sans raison. Durant l'autopsie, les analyses toxicologiques montrent qu'il n'y a pas de traces de drogue ou d'alcool dans l'organisme de Randy. Mais le médecin légiste constate qu'il avait des problèmes cardiaques. Son cœur était hypertrophié. Il souffrait d'une cardiopathie coronarienne assez sévère. Par conséquent, j'ai imputé la mort soudaine de cet homme à ses problèmes cardiaques. Ça a été quelque chose de très difficile à accepter, parce qu'il n'avait jamais montré de signe d'insuffisance cardiaque. J'étais totalement anéantie. Je ne veux plus jamais revivre ce genre de choses. Randy laisse derrière lui sa compagne, Lynn, et leurs 2 jeunes enfants. Il n'avait que 32 ans. La dernière question qu'il m'a posée, c'est « Tu crois que je vais mourir ?» Avec le temps, la famille et les amis de Randy Thompson font le deuil et se remettent peu à peu de cette tragédie. Mais quelques semaines plus tard, la mère de Randy reçoit la lettre d'une inconnue, la mère d'un agent de police décédé qui habite la ville d'à côté. Je vous adresse mes condoléances suite au décès de votre fils Randy. Elle a été écrite par une femme qui affirme que son fils est mort dans des circonstances identiques et qui suggère que les 2 décès sont peut-être liés. J'étais bouleversée d'apprendre que mon fils et le sien étaient morts exactement de la même manière. Le rapport de l'hôpital, le rapport d'autopsie, tout était strictement identique. Nita Thompson ne me croyait pas. Elle répétait « Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible ». 6 ans auparavant, l'agent de police Glenn Turner avait souffert des mêmes symptômes que Randy Thompson. Il était tellement malade que j'entendais sa voix trembler quand il me parlait. Il disait qu'il avait une gastro-entérite incroyablement violente dont il n'arrivait pas à se débarrasser. Il vomissait sans arrêt, il avait la diarrhée et il m'a dit « Je n'avais jamais encore été malade comme ça ». Il tenait aussi des propos incohérents
et souffrait d'hallucinations. Sa femme a dit qu'il avait passé une très mauvaise nuit, qu'il s'était levé au milieu de la nuit, en proie à des hallucinations, qu'il courait partout dans la maison. Il a sorti son arme. Il croyait qu'il y avait des intrus dehors qui voulaient entrer dans la maison. Calmé par sa femme, Glenn va finalement se recoucher. Le lendemain matin, il semble aller mieux. Il m'a appelé pour me dire qu'il irait travailler le lendemain. À sa voix, il avait l'air d'aller bien. Je me suis dit que tout irait bien. Mais Glenn Turner décède quelques heures plus tard. Le médecin légiste a noté dans le rapport d'autopsie qu'il souffrait de dysrythmie au moment de son décès. Mais il n'avait jamais eu de problème cardiaque avant. La mère de Glenn pense tout de suite à un acte criminel. Elle demande à ses amis de la police d'enquêter sur la mort de son fils, mais cela ne donne rien. Il me répétait qu'il était mort de cause naturelle et qu'il n'y avait aucune raison de mener une enquête approfondie parce que ça coûtait trop cher et que ça ne pouvait pas être un acte criminel. J'avais quand même de gros doutes. Je me disais qu'il y avait autre chose. Mais le médecin légiste avait fait son rapport. Je ne suis pas médecin légiste. Il fallait que je fasse avec. Les choses en restent là. Jusqu'à ce que 6 ans plus tard, la famille Turner apprenne que Randy Thompson est mort de la même manière. Il est difficilement concevable que 2 représentants de l'ordre, vivant dans 2 villes voisines et ayant tous 2 la trentaine, soient morts aussi soudainement. Mais les 2 familles finissent par se rendre compte qu'ils avaient un autre point commun. En effet, les 2 hommes vivaient avec la même femme au moment de leur décès. Lynn Turner. Lynn Turner est devenue, après le décès de son mari, la compagne de Randy Thompson. Le policier, puis le pompier, 2 hommes jeunes, actifs et apparemment en bonne santé, avant d'être frappés par un mal mystérieux et perdre la vie dans d'atroces souffrances, hallucinations, maux d'estomac, diarrhée, vomissements. Et le seul dénominateur commun à ces décès inexplicables est la femme qui partageait leur vie, Lynn Turner. Je me suis immédiatement jeté sur le téléphone. J'ai appelé l'enquêteur principal et je lui ai dit « Il faut que vous alliez là-bas et que vous mettiez des scellés sur l'appartement. Faites ce que vous avez à faire. Je vous le dis, ce n'est pas possible que 2 hommes aussi jeunes meurent dans les mêmes circonstances. » Lynn Turner est interrogée. Elle prétend que c'est simplement une tragique coïncidence. Le procureur ne trouve aucune preuve indiquant que les 2 décès sont liés. De plus, Lynn n'a pas d'antécédent criminel. En fait, je pensais simplement que cette femme n'avait vraiment pas de chance d'avoir eu 2 compagnons qui étaient morts de cette façon. De plus, l'assurance vie de Randy Thompson n'était pas très élevée. Lynn n'a touché que 35 000 $. On ne tue pas pour cette somme. Les analyses toxicologiques pour Randy Thompson comme pour Glenn Turner ont montré qu'il n'y avait pas de drogue ou d'alcool dans leur organisme. Puis les enquêteurs font une découverte étonnante. Même si l'assurance vie de Randy Thompson n'était que de 35 000 $, Lynn était très pressé de récupérer cette somme. Nous avons pu déterminer, grâce à ces relevés téléphoniques, que le jour des funérailles de Randy, dans l'intervalle entre la messe qui a été donnée à l'église et la cérémonie qui s'est déroulée au cimetière, Lynn s'est servi de son portable pour essayer de joindre la compagnie d'assurance. La mort des 2 hommes est peut-être plus complexe qu'elle n'y paraît au premier abord. Lynn devait être impliquée d'une manière ou d'une autre. Il est impossible que 2 hommes, un agent de police et un pompier, soient morts aussi jeunes et dans des circonstances identiques sans que quelqu'un y soit pour quelque chose. Combien de chances y a-t-il que 2 représentants de l'ordre, dans la trentaine, meurent dans de mystérieuses circonstances d'une maladie du cœur? C'est dans le sud-est du pays que le taux de maladies cardiovasculaires est le plus élevé. Dans nos locaux, il n'est pas rare de voir des hommes jeunes de l'âge de M. Thompson atteints de troubles cardiaques graves. Les analyses toxicologiques menées sur la première victime, l'agent de police Glenn Turner, ont montré l'absence d'alcool ou de substances illégales dans son organisme.
Au cours de l'autopsie de Randy Thompson, le médecin légiste trouve des cristaux d'oxalate de calcium dans ses reins, des calculs rénaux. Cela pourrait être la conséquence d'une prise de médicaments ou bien le signe d'un empoisonnement. J'ai attrapé le téléphone pour appeler le département de toxicologie et demander une analyse pour le dosage de l'éthylène-glycol. L'éthylène-glycol est la substance chimique présente dans l'antigel. Quand on a analysé les échantillons prélevés sur Randy Thompson pour le dosage d'éthylène-glycol, le résultat a été négatif. Cette substance n'était pas présente en quantité élevée. Mais le médecin légiste a du mal à y croire. J'ai vraiment trouvé ça très étrange. Puis le docteur Kaponen apprend ce qui est arrivé au premier mari de Lynn Turner, Glenn, 6 ans auparavant. Il décide de lire le rapport d'autopsie. J'ai examiné tous les prélèvements de tissus et j'ai effectué des examens en lumière polarisée sur les tissus des poumons et des reins. À ma grande surprise, j'ai découvert qu'il y avait des cristaux d'oxalate de calcium dans les reins de Glenn Turner. Le docteur Kaponen demande aux techniciens du laboratoire de toxicologie de revérifier les résultats des analyses effectuées sur les échantillons de tissus de Randy Thompson. Là, ils découvrent qu'ils ont commis une grave erreur. Je me suis immédiatement rendu compte que j'avais fait une erreur dans le calcul de la concentration initiale d'éthylène-glycol dans le sang de Randy Thompson. Le chiffre était 10 fois trop faible. Après avoir corrigé de façon appropriée l'erreur mathématique que j'avais faite, nous avons constaté que le taux d'éthylène-glycol était en fait mortel. J'exerce ce métier depuis pratiquement 20 ans et c'était la première fois qu'on me signalait une erreur pareille. Le médecin légiste a commis une grave erreur dans le calcul du taux d'éthylène-glycol contenu dans l'organisme du pompier décédé. Ce taux était en réalité 10 fois supérieur à celui qu'il avait estimé lors d'une première analyse toxicologique. La rectification tardive de cette erreur modifie l'énoncé des causes de la mort. Randy Thompson n'a pas succombé à une détresse cardiovasculaire comme annoncé précédemment, mais à un empoisonnement. L'éthylène-glycol est un antigel utilisé dans les circuits de refroidissement automobile ou industriel. Il s'agit d'un gel visqueux au goût légèrement sucré. Il peut avoir été mélangé accidentellement à d'autres produits. Ainsi, en 1996, 60 enfants haïtiens étaient morts d'une intoxication due à la présence d'éthylène-glycol dans un sirop contre la toux. Et en 2007, on avait découvert des traces d'antigel dans des dentifrices en provenance de Chine. Mais dans notre affaire, les causes de la mort de Randy Thompson n'intéressent plus seulement le médecin légiste, mais la police criminelle. Et Lynn Turner est dans l'œil du cyclone, car il n'est pas exclu que 6 ans plus tôt, elle ait attenté à la vie de son premier mari. D'après le nouveau rapport toxicologique, il était évident que M. Thompson était décédé des suites d'une intoxication aiguë à l'éthylène-glycol. Quand j'ai su que Randy était mort empoisonné à l'antigel, j'ai compris que quand ils allaient exhumer le corps de Glenn pour prélever des tissus, ils découvriraient que c'était la même chose qui l'avait tué. Le corps de Glenn est donc exhumé. De nouvelles analyses de tissus sont effectuées qui confirment la présence d'éthylène-glycol en quantité mortelle dans son organisme. C'est un sentiment contradictoire. On est satisfait parce que ça avance, mais on est bouleversé d'entendre des choses pareilles. Les enquêteurs fouillent dans le passé de Lynn Turner et découvrent d'autres preuves compromettantes. D'abord, elle s'était rendue dans un refuge pour animaux peu de temps avant que Randy Thompson décède. Lynn était allée demander aux employés du refuge de quoi ils se servaient pour procéder à l'euthanasie des animaux. Elle a demandé quelles substances ils utilisaient. Elle avait déclaré avoir des soucis concernant des chats errants. Elle se demandait comment résoudre le problème. Qui plus est, le directeur de la banque de Lynn Turner révèle aux enquêteurs qu'elle a des problèmes financiers.
Elle avait beaucoup de dettes. Elle devait payer des frais sur ses cartes de crédit pour défaut de provision, paiement en retard, et le tout s'élevait à plusieurs milliers de dollars par mois. Lynn avait un revenu moyen, mais elle vivait comme une millionnaire, bien au-dessus de ses moyens. Mais ce n'est pas tout. Lynn est allée à la banque quelques semaines avant le décès de Randy. Elle a dit à l'un des employés qu'elle allait s'occuper de tout régulariser, tous les paiements, les emprunts, etc. Que tout serait régularisé en l'espace d'1 ou 2 semaines. Le procureur pense que l'argent était le mobile des 2 meurtres. Lynn Turner était la bénéficiaire de l'assurance vie de son premier mari, d'un montant de 150 000 $. Elle touche aussi la pension de réversion d'un montant de 750 $ par mois. Elle espérait toucher les 200 000 $ de l'assurance vie de Randy Thompson, mais celui-ci a fait une chose surprenante. Lynn avait convaincu Randy de souscrire un contrat d'assurance vie d'un montant de 200 000 $, dont elle était la bénéficiaire. Mais après le décès de Randy, elle a découvert que le contrat avait expiré et que par conséquent, elle ne toucherait pas l'argent. Il est donc possible que Randy ait eu des soupçons à l'égard de sa compagne. Les enquêteurs apprennent également qu'un flacon d'antigel a été retrouvé dans la maison où vivait Lynn avec son mari, Glenn Turner. Mais à l'époque, personne n'a trouvé cela suspect. Lynn Turner est arrêtée et inculpée de meurtre avec préméditation. Elle clame son innocence, certaine qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour la condamner. Lynn Turner se trompe en espérant pouvoir abuser les policiers. Tout, dans son comportement, dénonce sa culpabilité. N'a-t-elle pas contacté sa banque dès l'annonce du décès de son compagnon pour s'enquérir du montant de son assurance vie? Ne s'est-elle pas renseignée dans une animalerie pour connaître le nom des produits qui servent à euthanasier les animaux? Et puis, en épluchant ses comptes bancaires, les enquêteurs ont découvert, sans surprise, qu'elle a accumulé dettes et crédits et qu'elle se trouvait dans une situation financière inextricable. Mais comment a-t-elle pu en arriver là? Lynn était très intelligente. Elle voulait devenir agent de police. Elle savait beaucoup de choses. Elle savait comment commettre le crime, ce qu'ils allaient chercher, et comment se construire un alibi. Lynn Turner fait la connaissance de son premier mari, Glenn, alors qu'elle travaille comme standardiste pour Police Secours. Mais moins de 2 ans plus tard, Glenn révèle à des amis que leur couple va mal. Il a dit qu'il n'avait fait l'amour que 2 fois après le mariage, qu'un problème gynécologique empêchait Lynn d'avoir des rapports sexuels. Bien sûr, on a tous pensé la même chose. J'aurais pu citer 3 ou 4 noms d'hommes qu'elle voyait et avec qui elle couchait. Évidemment, je ne pouvais rien lui dire. Glenn dit aussi à ses amis que Lynn dépense l'argent plus vite qu'il ne le gagne. Il a dit « Je travaille 365 jours par an, avec tous ces jobs à temps partiel, parfois 2 ou 3 différents par jour. Dès que je suis payé, elle se met à dépenser. Elle a tout un tas de cartes de crédit et elle fait des achats sans arrêt. » Alors que Lynn est mariée à Glenn, elle fait la connaissance de Randy Thompson, un pompier d'une ville voisine. La famille de Randy affirme que Lynn a menti à propos de sa situation familiale. Lynn nous a dit qu'elle avait été mariée, mais qu'elle était divorcée. Elle l'a dit à tout le monde, Randy y compris. Alors on a cru qu'elle était divorcée. Le mobile principal pour Lynn dans le meurtre de Glenn était l'argent. Je crois qu'il y avait un deuxième mobile, pouvoir vivre avec Randy Thompson. Les preuves médico-légales indiquent que Lynn a mis de l'antigel dans la nourriture de Glenn, probablement dans de la gelée. C'est ce qui a été découvert dans son estomac au cours de l'autopsie. Glenn a été pris de violentes nausées, puis il est mort. Lynn a récupéré l'argent de son assurance vie, en plus de sa pension. Je savais qu'elle n'était pas amoureuse de lui. Je savais qu'il allait être encore plus malheureux. Je pensais qu'elle allait se servir de lui et le dépouiller complètement avant de quitter, mais je n'aurais jamais pensé qu'elle le tuerait. Quelques semaines seulement après les funérailles de Glenn, Lynn emménage avec Randy Thompson.
Bien qu'ils aient eu 2 enfants ensemble, ils ne se sont jamais mariés, probablement parce que cela aurait obligé Lynn à renoncer à la pension de réversion de Glenn Turner. À mon avis, c'est pour ça qu'elle n'a pas épousé Randy. Elle n'aurait plus eu droit à cette pension, alors elle ne s'est pas mariée. Elle est futée. Elle savait qu'elle ne toucherait plus cet argent. Très vite, Randy Thompson déclare à ses amis, tout comme l'avait fait Glenn Turner, qu'il n'est pas heureux avec Lynn. C'était presque comique de les voir se disputer comme chien et chat. Ils se criaient dessus et aucun ne voulait céder. Je lui ai demandé pourquoi tu continues à l'appeler, pourquoi tu décroches encore quand elle appelle. Il répondait « c'est la mère de mes enfants, etc., etc. » Je lui ai dit « ok, fais ce que tu veux. » Un employé d'un refuge pour animaux du quartier affirme que Lynn voulait acheter les produits chimiques qu'il utilise pour euthanasier les chats, mais qu'il a refusé de lui en vendre. Elle ne voulait pas se servir à nouveau d'antigel. Elle a cherché un autre moyen. Elle voulait autre chose pour tuer Randy. Mais finalement, elle n'a pas osé. Et elle a repris ce qu'elle avait déjà utilisé. Randy a dit à ses amis que Lynn lui avait préparé son déjeuner juste avant qu'il ne soit pris de violentes nausées. Un sandwich toasté au fromage et un thé glacé. Les enquêteurs pensent que l'antigel était dans le thé. Randy est mort dans les 24 heures. Ce n'est qu'après sa mort que Lynn apprend qu'il a laissé expirer son contrat d'assurance vie. Elle les a empoisonnés à l'éthylène glycol. Je trouve que c'est une mort lente et cruelle. Ce n'est pas comme quand on tire sur quelqu'un, puis qu'on se rend compte de ce qu'on a fait et qu'on lui administre les premiers soins. Là, elle ne l'a pas fait. Elle avait tout le loisir de les soigner et elle ne l'a fait ni pour l'un ni pour l'autre. À l'époque de ces meurtres, l'antigel avait un goût qui pouvait facilement être masqué par des aliments sucrés. Depuis, l'industrie a modifié la composition de l'antigel pour lui donner un goût désagréable. Nous déclarons l'accusée Julia Lynn Womack Turner coupable de meurtre avec préméditation. En mai 2004, Lynn Turner est condamnée pour le meurtre de son mari Glenn. 3 ans plus tard, en 2007, Lynn est également condamnée pour le meurtre de Randy Thompson. Elle purge actuellement une peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de remise de peine. Le verdict de culpabilité a été très dur à entendre. On n'a pas envie d'entendre que sa belle-fille a fait quelque chose comme ça à quelqu'un, quel qu'il soit. Malgré l'erreur mathématique commise par le laboratoire de toxicologie, les experts scientifiques ont fini par découvrir la vérité sur ce qui était arrivé à Randy Thompson et à Glenn Turner. Ça a été difficile de faire éclater la vérité dans cette affaire, même si c'était très simple en réalité. 2 hommes qui avaient eu une relation avec elle étaient morts exactement de la même manière. Sans les preuves médico-légales, on n'avait rien. Il n'y aurait pas eu d'affaire, ça n'aurait été qu'un tas de rumeurs et de on-dit. Mais les preuves médico-légales, ça a été notre atout. C'est ce qui nous a permis de dissiper tous les doutes. Lynn Turner a été reconnue coupable de double homicide avec préméditation et condamnée à purger une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Après 6 ans d'incarcération, la prisonnière est décédée dans sa cellule, à l'âge de 42 ans, victime d'une surdose de médicaments prescrits pour traiter l'hypertension. Nita Thompson, la mère de son second compagnon, a affirmé qu'il ne s'agissait pas d'une intoxication, mais d'un suicide. Lynn Turner a laissé derrière elle 3 enfants. La fille née de son premier mariage et les 2 autres enfants dont Randy Thompson était le père. Décrite comme une personne intelligente et sympathique, Lynn Turner n'en appartenait pas moins à cette catégorie de tueuses en série que l'on surnomme les veuves noires, en référence aux araignées vénéneuses qui tuent leur mâle après avoir été fécondées. Dans la plupart des cas, les veuves noires assassinent leurs époux les uns après les autres, par appât du gain, quelquefois par haine ou par jalousie, pour se venger de maris infidèles ou de pères incestueux. Elles sont le plus souvent calculatrices et méthodiques. En examinant 100 affaires de tueuses en série depuis 1900,
un couple de criminologues a découvert qu'il fallait en moyenne 8 ans aux policiers avant de pouvoir les démasquer. Aux États-Unis, le taux de crimes commis par des femmes depuis 1970 a augmenté, tenez-vous bien, de 138%. Néanmoins, les veuves noires ne représentent que 8% de tous les tueurs en série américains. Dans le but de diminuer la criminalité par une présence dissuasive, la vidéosurveillance s'est généralisée dans un grand nombre de pays. Disposées dans les lieux publics des magasins ou des entreprises, des milliers de caméras traquent le moindre mouvement des citoyens. Tenez, à titre d'exemple, la Grande-Bretagne compte aujourd'hui 4 millions d'installations, dont 500 000 rien qu'à Londres. Alors, faute d'études de statistiques indépendantes, l'efficacité de la vidéosurveillance fait aujourd'hui débat. Mais que peut faire la police lorsqu'une femme disparaît sur le parking d'un casino à 1h du matin, au moment où les caméras étaient braquées sur d'autres voitures que la sienne? Selon les spécialistes, il y a 2 choses fondamentales à savoir quand on se lance dans les cartes. Tout d'abord, il faut connaître les probabilités des jeux de hasard. Ensuite, il faut savoir que les statistiques seront toujours en faveur du casino. Christy Wilson, 27 ans, pensait pouvoir défier les probabilités à son jeu préféré, le blackjack. Selon ses proches, elle avait un don pour les mathématiques. Elle comprenait les nombres. C'était une mathématicienne née. Il lui suffisait d'un regard pour connaître les probabilités ou les pourcentages. Elle avait étudié les jeux de hasard et elle savait comment améliorer sa façon de jouer. Elle était d'ailleurs plutôt douée. Le 4 octobre 2005, elle se rend au Thunder Valley Casino à Lincoln, en Californie, pour y jouer au blackjack. 2 jours plus tard, son petit ami avec qui elle habite appelle la police pour signaler sa disparition. Il affirme qu'elle n'est jamais revenue du casino. Son histoire était bancale. Sa déclaration pouvait l'innocenter tout comme elle pouvait l'incriminer. Danny Burlando, 31 ans, est vendeur de voitures, au chômage. Il a rencontré Christy un an plus tôt à une table de blackjack. Ils emménagent ensemble peu après leur rencontre. Christy Wilson et Daniel Burlando avaient une relation que je pourrais qualifier de, disons, tumultueuse. Un jour, elle est venue nous voir couverte de bleu. Pour ma part, je ne les ai pas vus. C'est ma femme qui m'en a parlé. Elle me l'a dit après leur départ. Et j'ai eu envie de tordre le cou de Daniel. La police retrouve la voiture de Christy sur le parking du casino et au premier abord, il n'y a pas de signe de lutte ou d'indices qui permettent de dire qu'elle voulait s'enfuir. Elle avait quasiment tout laissé chez elle, ses affaires de toilette, ses vêtements et des médicaments qu'elle prenait régulièrement. Elle avait même abandonné son chat alors qu'elle l'adorait. C'est le genre de choses qu'on n'oublie pas de prendre quand on veut partir. C'est pour ça que ça nous a mis la puce à l'oreille. 1 mois avant sa disparition, Christy et Danny se sont si violemment disputés que les voisins, pris de peur, ont appelé la police. Les enquêteurs n'ont pas pu déterminer lequel était l'agresseur et ont décidé de les arrêter tous les 2 pour violence conjugale. Ils étaient tous 2 blessés. La police vérifie les appels passés par Danny Burlando de son portable et constate qu'il a essayé de joindre Christy 78 fois durant la période de sa disparition. Le nombre d'appels peut aussi être une diversion pour se forger un alibi. Il arrive souvent que des gens signalent une disparition alors qu'ils sont mêlés au meurtre. C'est une manière d'éloigner la police et de faire croire qu'ils n'ont rien à voir dans l'affaire. Les parents de Christy et la police se demandent si, cette fois, Danny Burlando n'aurait pas franchi le point de non-retour. Je leur ai bien dit qu'il était louche, qu'il l'avait déjà frappé par le passé. Je ne le sentais pas du tout, et je voulais vraiment qu'il creuse cette piste. J'avais le pressentiment, en tant que policier et en tant que parent, qu'il s'était passé quelque chose d'horrible. Après une soirée passée au casino, Christy disparaît mystérieusement. Son beau-père étant de la maison, toutes les forces de police du sud de la Californie se joignent aux recherches. La police de San José a mené des recherches de grande envergure. Ils ont couvert des centaines de kilomètres carrés, que ce soit à pied, en voiture ou en hélicoptère. Tout le monde l'a cherché, la police aussi bien que des volontaires.
La famille de Christie est convaincue qu'elle a été victime des excès de son petit ami, Danny Burlando. La plupart des meurtriers se débarrassent des corps près de la scène de crime. J'étais tellement sûr que c'était Danny que j'ai tout passé au peigne fin. On a fouillé sa résidence, les alentours de la maison et même les rivières environnantes. Il semblerait que Burlando soit la seule personne ayant un mobile. Il avait toutes les raisons de vouloir la tuer. Je pense qu'elle voulait mettre un terme à leur relation, mais comme toutes les femmes maltraitées, elle n'arrivait pas à le quitter, bien qu'elle sache que ça ne s'arrêterait jamais. Danny possède un alibi pour le début de la soirée. Il dînait chez ses parents. Néanmoins, il n'en a pas pour le reste de la nuit. On sait que son ami l'a déposé devant chez lui à 23h30 et qu'il a utilisé son téléphone portable le lendemain matin. Mais entre les deux, personne n'était avec lui et n'a pu confirmer ses déclarations. Les enquêteurs demandent au casino de visionner les cassettes des caméras de surveillance pour s'assurer que Christie s'y trouvait bien le jour de sa disparition. Il y a plus de 700 caméras dans le casino qui sont placées à l'extérieur et à l'intérieur. Sur les images, on voit sa voiture arriver dans le parking. On la voit ensuite entrer dans le casino et on peut suivre tout ce qu'elle a fait dans le casino durant les 6 heures qui suivent. On la voit ici en train de jouer au blackjack, mais rien n'indique que Danny Burlando l'ait accompagnée. Toutefois, assis juste à côté d'elle, on peut apercevoir un homme brun, plutôt massif. On les voit en train de parler. Quand il gagnait, il se tapait dans la main. L'homme lui mettait le bras autour des épaules, comme s'il essayait de la séduire en quelque sorte. Christie Wilson, une femme de 27 ans, passionnée de cartes et de jeux d'argent, a mystérieusement disparu après s'être attardée plusieurs heures dans un casino. Daniel Burlando, son compagnon, est le principal suspect. Le couple avait des relations orageuses et il n'était pas rare que Burlando en vienne aux mains. Pour autant, les caméras de surveillance du casino ont enregistré des scènes montrant que Christie Wilson avait rencontré un inconnu à une table de blackjack. Un homme apparemment très entreprenant. Le casino dans lequel s'est rendue la jeune femme est équipé de 700 caméras. Mais les images qu'elles ont enregistrées permettront-elles de résoudre le mystère de la disparition de Christie Wilson? Les employés déclarent qu'au début de la soirée, Christie gagnait, mais par la suite, sa chance s'est mise à tourner. Ils affirment aussi qu'elle a bu, mais plutôt raisonnablement. L'un des inspecteurs a regardé la bande et a vu qu'elle buvait une boisson alcoolisée. Il a compté 17 gorgées, ce qui n'est pas énorme. Il a aussi constaté un changement soudain de comportement vers la fin de la soirée. Christie est une habituée du casino et les employés l'ont effectivement trouvée très bizarre ce fameux soir. Elle est devenue subitement odieuse. Et d'après ce que j'ai pu voir sur la cassette, je n'entendais pas ce qu'elle disait, mais j'ai bien remarqué que son langage corporel avait changé. Elle était beaucoup plus raide et elle bougeait différemment. Plusieurs croupiers et serveurs ont failli lui demander de partir. Mais l'homme assis à côté d'elle prend sa défense. Il s'est levé et a dit « Ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper. Je la ramène. » Grâce aux caméras de sécurité, la police parvient à identifier l'homme en question. Il a utilisé sa carte client aux machines à sous environ 10 minutes avant d'aller à la table de Christie. Cette carte leur permet d'accumuler des points et de gagner des cadeaux de la part du casino. En combinant l'heure de la vidéo et la machine sur laquelle il avait joué, ils ont trouvé l'identité de l'individu en question. Il s'agit de Mario Garcia, un homme de 53 ans, cadre dans une entreprise d'informatique médicale. Il n'avait pas vraiment le profil type d'un suspect, mais dans notre métier, on ne s'attache pas aux apparences. Il avait un salaire à 6 chiffres. Il travaillait dans une grosse entreprise et était à la tête d'un projet très important. Il était marié et avait 2 enfants dont il s'occupait. Il jouait au football et était même entraîneur. Les bandes vidéo montrent que Christie et Mario sont partis ensemble du casino aux environs d'1 heure du matin.
Elles montrent également Mario Garcia quitter le parking au volant de sa voiture. La voiture de Christie, en revanche, n'a pas bougé. Elle n'est jamais montée dans sa voiture. Elle s'est tout simplement évanouie dans la nature. La police a désormais 2 suspects dans la disparition de Christie Wilson. Tout d'abord, son petit ami Danny Burlando, qui vivait avec elle. Il n'a pas d'alibi pour la nuit de sa disparition. On a fouillé sa maison et sa voiture. On a aussi reconstitué avec la plus grande minutie tous ses faits et gestes. On a vérifié la liste de ses appels et l'endroit d'où il les avait passés. On a également relevé les empreintes sur son ordinateur avant d'en analyser le contenu. Mais la police ne trouve rien qui relie Danny à la disparition de sa petite amie. Le second suspect se nomme Mario Garcia. Il jouait à la même table de blackjack que Christie le soir de sa disparition. Ils sont partis en même temps du casino, aux environs d'1h du matin. À partir du moment où on les a vus quitter les lieux ensemble, on a pu enfin avancer dans notre enquête. Sans ça, on n'aurait jamais su ce qui s'était passé. Et on aurait pensé toute notre vie que Danny était responsable. En fouillant dans le passé de Garcia, les enquêteurs s'aperçoivent qu'il a déjà eu des démêlés avec la justice. 25 ans plus tôt, il a été arrêté pour avoir séquestré son ex-petite amie. Il l'a conduite dans un endroit à l'abri des regards et l'a violée dans son véhicule. Il l'a ensuite emmenée à l'intérieur et l'a à nouveau violée. Il a fini par lui enfoncer une arme dans la bouche et appuyer sur la détente. Heureusement, l'arme n'était pas chargée. De manière inexplicable, il est libéré et soumis à un simple contrôle judiciaire. Garcia a de toute évidence beaucoup de mal à gérer ses relations. Il a également été impliqué dans un étrange accident de voiture. La voiture avec sa petite amie de l'époque et sa belle-mère à l'intérieur a fini dans la rivière. Plusieurs automobilistes ont affirmé que la voiture s'est d'abord garée sur le bas-côté avant d'accélérer sans raison et de basculer dans la rivière. Mario Garcia a été le seul survivant. Le corps de sa petite amie s'est échoué sur le rivage une semaine plus tard et sa mère est restée coincée à l'intérieur du véhicule et s'est noyée. L'enquête progresse. Les policiers sont parvenus à identifier l'inconnu qui a passé la soirée aux côtés de Christie Wilson et l'a raccompagnée sur le parking du casino. Il s'agit d'un certain Mario Garcia, 53 ans, cadre commercial dans une entreprise de matériel médical. Le passé de cet homme est pour le moins troublant. Il a kidnappé et violé à 2 reprises une ex-petite amie. Et une autre de ses maîtresses a péri avec sa mère dans des conditions jamais élucidées. La police décide d'arrêter Garcia et de l'interroger sur la disparition de la jeune femme. Ce dernier affirme qu'ils se sont séparés sur le parking et que Christie s'est ensuite dirigé seul vers sa voiture. Les enregistrements des caméras de télésurveillance vont-ils infirmer ou corroborer cette version des faits ? Une déclaration impossible à confirmer, car les caméras balaient le parking de droite à gauche sans rester sur un point fixe. Mais par chance, la voiture de Garcia a une option qui va permettre à la police de savoir combien de temps s'est écoulé entre le moment où il a ouvert la portière et celui où il a quitté le parking. Les clignotants de sa voiture se sont allumés 4 fois, ce qui veut dire que les 4 portières sont ouvertes. Il s'est ensuite passé 3 minutes et 41 secondes. Il est entré dans sa voiture et 3 minutes plus tard, il a allumé ses phares pour sortir du parking. Je pense que durant ce laps de temps, il a dû l'assommer d'une manière ou d'une autre avant de l'allonger sur la banquette arrière. Le suspect soutient qu'il est rentré directement chez lui, mais si c'est effectivement le cas, il a pris la mauvaise direction en sortant du parking. Sur les vidéos de surveillance, on voit qu'il a tourné à droite en sortant du casino, c'est-à-dire à l'opposé de l'endroit où il habite. De plus, il déclare qu'il a dormi toute la nuit avant de partir travailler le lendemain matin à 8h30. Sa femme refuse de répondre aux questions de la police, mais la liste de ses appels indique qu'il ne se trouvait pas chez lui à cette heure. Nous avons pu établir qu'il a appelé sa femme de son portable le matin même à 7h51. L'appel a été relayé par une antenne au nord de la maison.
Si Mario Garcia affirme être arrivé sur son lieu de travail un peu avant 9 h, soit à l'heure de son premier rendez-vous, ce n'est pas le cas de ses collègues, qui se souviennent plutôt l'avoir vu arriver aux alentours de 10 h, et selon eux, il avait plusieurs griffures au visage. Les autres employés l'ont immédiatement remarqué et lui ont fait des blagues comme « Alors, on s'est fait tabasser ? Au moins, j'espère que tu l'as bien dérouillé. » Tout le monde avait vu qu'il était marqué au visage. Le point important dans tout ça, c'est qu'il n'avait aucune blessure de ce genre la veille au soir. Mais pour Garcia, il se serait tout simplement blessé en faisant du jardinage. On vous a frappé ? J'ai heurté un arbre avec mon tracteur et j'ai eu du sumac vénéneux partout sur le visage. Ça paraissait peu probable. Je ne connais pas beaucoup de gens qui taillent leurs arbres entre 1 h et 8 h du matin avant de partir en rendez-vous professionnel. Connie Mitchell est chargée d'analyser les photos des blessures du suspect. Je suis experte en médecine d'urgence et comme on peut s'y attendre, j'ai vu toutes sortes de blessures différentes au cours de ma carrière. Elle s'intéresse tout particulièrement aux 4 griffures parallèles présentes sur la partie gauche du torse et du visage du suspect. Le point important, c'est qu'elle se trouvait sur la partie gauche de son torse. Si la victime est droitière, il y a de fortes chances que les griffures qu'elle inflige au meurtrier se trouvent justement sur la partie gauche. Christy Wilson était droitière. De plus, les marques sont régulières, alors qu'un accident de jardinage aurait sans doute laissé des marques aléatoires. Lorsque les blessures dessinent une forme géométrique, comme celle laissée par des marques de griffures qui sont parallèles, la thèse de l'accident de jardinage paraît beaucoup moins plausible. Connie Mitchell est convaincue que ces blessures ont été causées par une personne qui a tenté de se défendre. Christy nous a laissé un message. Elle voulait que ses parents, la police et les experts sachent ce qu'il s'était réellement passé. Les scientifiques de la police fouillent ensuite l'ordinateur de Mario Garcia et y trouvent d'autres preuves. On a appris qu'il avait été sur des sites de toxicologie médico-légale, de balistique, et il y avait même un site sur les drogues utilisées par les violeurs. Mais s'il est responsable de la disparition de Christy, les enquêteurs sont face à un obstacle de taille. Sans corps, rien ne prouve qu'il y a eu meurtre. Non seulement on n'avait pas de corps, mais en plus on n'avait ni aveu ni témoin. On ne savait pas où le crime avait eu lieu, ni même avec quoi il l'avait tué. Le suspect principal dans cette affaire se nomme Mario Garcia. Il se trouvait avec la victime au casino le jour où elle a disparu. Les enquêteurs obtiennent un mandat pour fouiller sa voiture, mais Mario Garcia l'a déjà nettoyée à l'extérieur et à l'intérieur. Les tapis de sol et le revêtement du coffre ont été retirés. C'était extrêmement suspect. Mais les détergents, l'aspirateur et le shampoing ne peuvent pas venir à bout de tout. Il y avait une petite tache brune sur la banquette arrière. Ça ressemblait presque à une tache de boue ou de terre. Une analyse préliminaire révèle la présence de sang. Toutefois, le traitement anti-tache présent sur la banquette interdit toute analyse ADN. Je n'ai pas pu effectuer de test parce qu'il y avait un inhibiteur sur l'échantillon. Un inhibiteur empêche de séquencer l'ADN et donc de faire des tests. Les techniciens trouvent également des traces de sang sur les coutures entre les sièges et des éclaboussures sur la poignée extérieure de la portière passager. Le coup avait été si violent que du sang avait été projeté à moyenne, voire grande vitesse. C'est pour ça qu'elle avait cette forme-là. L'étau se resserre autour de Mario Garcia. En quittant le casino vers 1 h du matin, il s'est engagé dans la direction opposée de celle de son domicile. Bien que son épouse ait refusé de témoigner, il semble qu'il ne soit rentré chez lui qu'après 8 h du matin. Il avait le visage couvert de griffures. Une tache de sang a été détectée sur la banquette arrière de sa voiture. Et les enquêteurs ont fait 2 autres découvertes, cette fois capitales. De longs cheveux blonds étaient présents dans la voiture,
l'un dans le coffre, l'autre sur la poignée extérieure côté passager. Ces indices accablants vont-ils définitivement faire basculer l'enquête? L'ADN des cheveux trouvés dans la voiture de Mario Garcia correspond à celui retrouvé sur la brosse de Christie. La probabilité qu'un autre individu présente la même séquence ADN que celle retrouvée dans les cheveux est d'1 sur 720 quintillions pour les personnes de race blanche. Mais ce n'est pas tout. Le sang trouvé dans la voiture du suspect est un mélange du sang de Mario Garcia et de celui de Christie Wilson, une preuve évidente qu'il y a eu contact physique entre les deux. Il avait dit aux enquêteurs qu'elle n'était jamais montée dans sa voiture. Pour la police, Garcia est ce qu'on appelle un opportuniste. Mario Garcia a remarqué Christie à la table de blackjack et a fait en sorte de faire sa connaissance. Vu le brusque changement de comportement de la jeune femme, il est très possible qu'il ait mis de la drogue dans son verre. Peu après 1 h du matin, ils quittent tous les deux le casino. Mario Garcia ouvre les portes de sa voiture et durant les 3 minutes et 41 secondes qui suivent, la caméra est braquée sur une autre partie du parking. Pour les enquêteurs, c'est à ce moment-là qu'il lui a cogné la tête contre la portière, laissant au passage un cheveu et des traces de sang sur la poignée. Il met Christie sur la banquette arrière et sort du parking sans se faire remarquer. Il se rend ensuite dans un endroit plus tranquille, au nord de son domicile. Mais la jeune femme tente de résister. Au cours de l'empoignade, il laisse des taches de sang à l'intérieur et Christie parvient à griffer Garcia au visage et au torse. Une fois maîtrisé, il met le corps de Christie dans le coffre, où elle laisse un autre cheveu. Les enquêteurs retrouvent la trace du suspect lorsqu'il appelle sa femme de son téléphone portable à 7 h 51, la preuve qu'il n'était donc pas chez lui comme il l'a prétendu. Seul problème, on ne sait toujours pas où se trouve le corps de Christie. Il reste encore beaucoup de questions sans réponse dans cette affaire. Par exemple, on ne sait toujours pas où se trouve le corps. Et c'est très dur pour la famille, parce qu'elle ne peut pas faire son deuil. Ils aimeraient tellement pouvoir lui offrir un enterrement digne, pour qu'elle repose en paix. Nous, le jury dans l'affaire mentionnée ci-dessus, déclarons l'accusé Mario Garcia coupable de toutes les charges qui pèsent sur lui. En janvier 2007, Mario Garcia est jugé et déclaré coupable du meurtre de Christie Wilson. Il est condamné à une peine de 59 ans de prison. Je suis innocent. Je n'ai pas tué Christie Wilson. Si la science médico-légale a joué un rôle majeur dans la résolution du crime, Christie Wilson n'y est pas complètement étrangère. Christie Wilson était un témoin muet. Elle était avec nous au procès et nous a bien aidés grâce aux marques qu'elle a laissées sur Mario Garcia. À la fin du procès, lorsque j'ai pu prendre la parole, j'ai dit à Mario « Oui, tu as gagné, elle est morte. Mais c'est elle qui t'a laissé les cicatrices qui t'enverront en prison pour le restant de tes jours. Elle a sauvé d'autres femmes. » Mario Garcia a persisté à clamer son innocence. Et à ce jour, le corps de la jeune femme n'a pas été retrouvé. Durant le procès qui a duré 8 semaines, près de 90 témoins se sont succédés à la barre. Ensuite, après 3 jours de délibération du jury, le juge a condamné Garcia, reconnu coupable d'homicide, à une peine, pourquoi on ne sait pas, mais de 59 ans d'emprisonnement. L'attitude à la fois lymphatique et agressive de Christie Wilson, enregistrée par les caméras du casino, pourrait s'expliquer par l'absorption contre son gré d'une substance ayant modifié son comportement. On pense naturellement au GHB, appelé autrement la drogue des violeurs. Garcia aurait pu aisément en verser une dose dans son verre pendant qu'elle misait sur la table de blackjack. Ce puissant anesthésique entraîne des
trouble de la vigilance et une passivité suivie d'une amnésie. Rappelons que les enquêteurs avaient découvert que Garcia avait consulté des sites dédiés à ce type de drogue sur son ordinateur. Enfin, dernière information troublante, avant de clore cette sombre affaire, durant le procès, Pensy Williams, un témoin, avait affirmé avoir rencontré une femme répondant à la description de Christy Wilson errant le long d'une voie ferrée. Après l'avoir mise en garde sur les dangers qu'elle encourait, il lui avait demandé de lui indiquer la direction du casino de Thunder Valley. Selon lui, Christy avait été incapable de lui répondre, car son esprit était encore embrouillé par l'alcool qu'elle avait bu la veille. Alors peut-on accorder foi à ce témoignage? La jeune femme, apparemment droguée, était-elle Christy Wilson? Garcia n'avait-il fait que l'agresser, l'abandonnant plus tard aux mains d'un autre prédateur? Malheureusement, nous ne pourrons pas apporter de réponse à ces questions tant que son corps n'aura pas été retrouvé. Cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. Je vous donne prochainement rendez-vous sur cette antenne pour 2 autres affaires des enquêtes impossibles. Identique. Nita Thompson ne me croyait pas. Elle répétait « ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible ». 6 ans auparavant, l'agent de police Glenn Turner avait souffert des mêmes symptômes que Randy Thompson. Il était tellement malade que j'entendais sa voix trembler quand il me parlait. Il disait qu'il avait une gastro-entérite incroyablement violente dont il n'arrivait pas à se débarrasser. Il vomissait sans arrêt, il avait la diarrhée et il m'a dit « je n'avais jamais encore été malade comme ça ». Il tenait aussi des propos incohérents et souffrait d'hallucinations. Sa femme a dit qu'il avait passé une très mauvaise nuit, qu'il s'était levé au milieu de la nuit en proie à des hallucinations, qu'il courait partout dans la maison. Il a sorti son arme. Il croyait qu'il y avait des intrus dehors qui voulaient entrer dans la maison. Calmé par sa femme, Glenn va finalement se recoucher. Le lendemain matin, il semble aller mieux. Il m'a appelé pour me dire qu'il irait travailler le lendemain. À sa voix, il avait l'air d'aller bien. Je me suis dit que tout irait bien. Mais Glenn Turner décède quelques heures plus tard. Le médecin légiste a noté dans le rapport d'autopsie qu'il souffrait de dysrythmie au moment de son décès. Mais il n'avait jamais eu de problème cardiaque avant. La mère de Glenn pense tout de suite à un acte criminel. Elle demande à ses amis de la police d'enquêter sur la mort de son fils, mais cela ne donne rien. Il me répétait qu'il était mort de cause naturelle et qu'il n'y avait aucune raison de mener une enquête approfondie parce que ça coûtait trop cher et que ça ne pouvait pas être un acte criminel. J'avais quand même de gros doutes. Je me disais qu'il y avait autre chose. Mais le médecin légiste avait fait son rapport. Je ne suis pas médecin légiste. Il fallait que je fasse avec. Les choses en restent là. Jusqu'à ce que 6 ans plus tard, la famille Turner apprenne que Randy Thompson est mort de la même manière. Il est difficilement concevable que 2 représentants de l'ordre, vivant dans 2 villes voisines et ayant tous 2 la trentaine, soient morts aussi soudainement. Mais les 2 familles finissent par se rendre compte qu'ils avaient un autre point commun. En effet, les 2 hommes vivaient avec la même femme au moment de leur décès. Lynn Turner. Lynn Turner est devenue, après le décès de son mari, la compagne de Randy Thompson. Le policier, puis le pompier, 2 hommes jeunes, actifs et apparemment en bonne santé, avant d'être frappés par un mal mystérieux et perdre la vie dans d'atroces souffrances, hallucinations, maux d'estomac, diarrhée, vomissements. Et le seul dénominateur commun à ces décès inexplicables est la femme. J'étais bouleversée d'apprendre que mon fils et le sien étaient morts exactement de la même manière. Le rapport de l'hôpital, le rapport d'autopsie, tout était strictement identique. Nita Thompson ne me croyait pas. Elle répétait « ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible ».
6 ans auparavant, l'agent de police Glenn Turner avait souffert des mêmes symptômes que Randy Thompson. Il était tellement malade que j'entendais sa voix trembler quand il me parlait. Il disait qu'il avait une gastro-entérite incroyablement violente dont il n'arrivait pas à se débarrasser. Il vomissait sans arrêt, il avait la diarrhée et il m'a dit « Je n'avais jamais encore été malade comme ça ». Il tenait aussi des propos incohérents et souffrait d'hallucinations. Sa femme a dit qu'il avait passé une très mauvaise nuit, qu'il s'était levé au milieu de la nuit en proie à des hallucinations, qu'il courait partout dans la maison. Il a sorti son arme. Il croyait qu'il y avait des intrus dehors qui voulaient entrer dans la maison. Calmé par sa femme, Glenn va finalement se recoucher. Le lendemain matin, il semble aller mieux. Il m'a appelé pour me dire qu'il irait travailler le lendemain. À sa voix, il avait l'air d'aller bien. Je me suis dit que tout irait bien. Mais Glenn Turner décède quelques heures plus tard. Le médecin légiste a noté dans le rapport d'autopsie qu'il souffrait de dysrythmie au moment de son décès. Mais il n'avait jamais eu de problème cardiaque avant. La mère de Glenn pense tout de suite à un acte criminel. Elle demande à ses amis de la police d'enquêter sur la mort de son fils, mais cela ne donne rien. Il me répétait qu'il était mort de cause naturelle et qu'il n'y avait aucune raison de mener une enquête approfondie parce que ça coûtait trop cher et que ça ne pouvait pas être un acte criminel. J'avais quand même de gros doutes. Je me disais qu'il y avait autre chose. Mais le médecin légiste avait fait son rapport. Je ne suis pas médecin légiste. Il fallait que je fasse avec. Les choses en restent là. Jusqu'à ce que 6 ans plus tard, la famille Turner apprenne que Randy Thompson est mort de la même manière. Il est difficilement concevable que 2 représentants de l'ordre, vivant dans 2 villes voisines et ayant tous 2 la trentaine, soient morts aussi soudainement. Mais les 2 familles finissent par se rendre compte qu'ils avaient un autre point commun. En effet, les 2 hommes vivaient avec la même femme au moment de leur décès. Lynn Turner. Lynn Turner est devenue, après le décès de son mari, la compagne de Randy Thompson. Le policier, puis le pompier, 2 hommes jeunes, actifs et apparemment en bonne santé, avant d'être frappés par un mal mystérieux et perdre la vie dans... Police, Garcia est ce qu'on appelle un opportuniste. Mario Garcia a remarqué Christie à la table de blackjack et a fait en sorte de faire sa connaissance. Vu le brusque changement de comportement de la jeune femme, il est très possible qu'il ait mis de la drogue dans son verre. Peu après 1h du matin, ils quittent tous les 2 le casino. Mario Garcia ouvre les portes de sa voiture et durant les 3 minutes et 41 secondes qui suivent, la caméra est braquée sur une autre partie du parking. Pour les enquêteurs, c'est à ce moment-là qu'il lui a cogné la tête contre la portière, laissant au passage un cheveu et des traces de sang sur la poignée. Il met Christie sur la banquette arrière et sort du parking sans se faire remarquer. Il se rend ensuite dans un endroit plus tranquille, au nord de son domicile. Mais la jeune femme tente de résister. Au cours de l'empoignade, il laisse des taches de sang à l'intérieur et Christie parvient à griffer Garcia au visage et au torse. Une fois maîtrisé, il met le corps de Christie dans le coffre, où elle laisse un autre cheveu. Les enquêteurs retrouvent la trace du suspect lorsqu'il appelle sa femme de son téléphone portable à 7h51, la preuve qu'il n'était donc pas chez lui comme il l'a prétendu. Seul problème, on ne sait toujours pas où se trouve le corps de Christie. Il reste encore beaucoup de questions sans réponse dans cette affaire. Par exemple, on ne sait toujours pas où se trouve le corps. Et c'est très dur pour la famille, parce qu'elle ne peut pas faire son deuil. Ils aimeraient tellement pouvoir lui offrir un enterrement digne, pour qu'elle repose en paix. Nous, le jury dans l'affaire mentionnée ci-dessus, déclarons l'accusé Mario Garcia coupable de toutes les charges qui pèsent sur lui.
En janvier 2007, Mario Garcia est jugé et déclaré coupable du meurtre de Christy Wilson. Il est condamné à une peine de 59 ans de prison. Je suis innocent. Je n'ai pas tué Christy Wilson. Si la science médico-légale a joué un rôle majeur dans la résolution du crime, Christy Wilson n'y est pas complètement étrangère. Christy Wilson était un témoin muet. Elle était avec nous au procès. Elle nous a bien aidés grâce aux marques qu'elle a laissées sur Mario Garcia. À la fin du procès, lorsque j'ai pu prendre la parole, j'ai dit à Mario, « Oui, tu as gagné, elle est morte. Mais c'est elle qui t'a laissé les cicatrices qui t'enverront en prison pour le restant de tes jours. » D'une ou 2 semaines. Le procureur pense que l'argent était le mobile des 2 meurtres. Lynn Turner était la bénéficiaire de l'assurance vie de son premier mari, d'un montant de 150 000 $. Elle touche aussi la pension de réversion d'un montant de 750 $ par mois. Elle espérait toucher les 200 000 $ de l'assurance vie de Randy Thompson, mais celui-ci a fait une chose surprenante. Lynn avait convaincu Randy de souscrire un contrat d'assurance vie d'un montant de 200 000 $, dont elle était la bénéficiaire. Mais après le décès de Randy, elle a découvert que le contrat avait expiré et que par conséquent, elle ne toucherait pas l'argent. Il est donc possible que Randy ait eu des soupçons à l'égard de sa compagne. Les enquêteurs apprennent également qu'un flacon d'antigel a été retrouvé dans la maison où vivait Lynn avec son mari, Glenn Turner. Mais à l'époque, personne n'a trouvé cela suspect. Lynn Turner est arrêtée et inculpée de meurtre avec préméditation. Elle clame son innocence, certaine qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour la condamner. Lynn Turner se trompe en espérant pouvoir abuser les policiers. Tout, dans son comportement, dénonce sa culpabilité. N'a-t-elle pas contacté sa banque dès l'annonce du décès de son compagnon pour s'enquérir du montant de son assurance vie? Ne s'est-elle pas renseignée dans une animalerie pour connaître le nom des produits qui servent à euthanasier les animaux? Et puis, en épluchant ses comptes bancaires, les enquêteurs ont découvert, sans surprise, qu'elle a accumulé dettes et crédits et qu'elle se trouvait dans une situation financière inextricable. Mais comment a-t-elle pu en arriver là? Lynn était très intelligente. Elle voulait devenir agent de police. Elle savait beaucoup de choses. Elle savait comment commettre le crime, ce qu'ils allaient chercher, et comment se construire un alibi. Lynn Turner fait la connaissance de son premier mari, Glenn, alors qu'elle travaille comme standardiste pour Police Secours. Mais moins de 2 ans plus tard, Glenn révèle à des amis que leur couple va mal. Il a dit qu'il n'avait fait l'amour que 2 fois après le mariage, qu'un problème gynécologique empêchait Lynn d'avoir des rapports sexuels. Bien sûr, on a tous pensé la même chose. J'aurais pu citer 3 ou 4 noms d'hommes qu'elle voyait et avec qui elle couchait. Évidemment, je ne pouvais rien lui dire. Glenn dit aussi à ses amis que Lynn dépense l'argent plus vite qu'il ne le gagne. Il a dit « Je travaille 365 jours par an, avec tous ces jobs à temps partiel. » Niait la tête contre la portière, laissant au passage un cheveu et des traces de sang sur la poignée. Il met Christy sur la banquette arrière et sort du parking sans se faire remarquer. Il se rend ensuite dans un endroit plus tranquille, au nord de son domicile. Mais la jeune femme tente de résister. Au cours de l'empoignade, il laisse des taches de sang à l'intérieur et Christy parvient à griffer Garcia au visage et au torse. Une fois maîtrisé, il met le corps de Christy dans le coffre, où elle laisse un autre cheveu. Les enquêteurs retrouvent la trace du suspect lorsqu'il appelle sa femme de son téléphone portable à 7h51, la preuve qu'il n'était donc pas chez lui comme il l'a prétendu. Seul problème, on ne sait toujours pas où se trouve le corps de Christy.
Il reste encore beaucoup de questions sans réponse dans cette affaire. Par exemple, on ne sait toujours pas où se trouve le corps. Et c'est très dur pour la famille, parce qu'elle ne peut pas faire son deuil. Ils aimeraient tellement pouvoir lui offrir un enterrement digne, pour qu'elle repose en paix. Nous, le jury dans l'affaire mentionnée ci-dessus, déclarons l'accusé Mario Garcia coupable de toutes les charges qui pèsent sur lui. En janvier 2007, Mario Garcia est jugé et déclaré coupable du meurtre de Christy Wilson. Il est condamné à une peine de 59 ans de prison. Je suis innocent. Je n'ai pas tué Christy Wilson. Si la science médico-légale a joué un rôle majeur dans la résolution du crime, Christy Wilson n'y est pas complètement étrangère. Christy Wilson était un témoin muet. Elle était avec nous au procès. Elle nous a bien aidés grâce aux marques qu'elle a laissées sur Mario Garcia. À la fin du procès, lorsque j'ai pu prendre la parole, j'ai dit à Mario, « Oui, tu as gagné, elle est morte. Mais c'est elle qui t'a laissé les cicatrices qui t'enverront en prison pour le restant de tes jours. Elle a sauvé d'autres femmes. » Mario Garcia a persisté à clamer son innocence. Et à ce jour, le corps de la jeune femme n'a pas été retrouvé. Durant le procès qui a duré 8 semaines, près de 90 témoins se sont succédés à la barre. Ensuite, après 3 jours de délibération du jury, le juge a condamné Garcia, reconnu coupable d'homicide, à une peine, pourquoi on ne sait pas, mais de 59 ans d'emprisonnement. L'attitude à la fois lymphatique et agressive de Christy Wilson, enregistrée par les... J'ai examiné tous les prélèvements de tissus et j'ai effectué des examens en lumière polarisée sur les tissus des poumons et des reins. À ma grande surprise, j'ai découvert qu'il y avait des cristaux d'oxalate de calcium dans les reins de Glenn Turner. Le docteur Kaponen demande aux techniciens du laboratoire de toxicologie de revérifier les résultats des analyses effectuées sur les échantillons de tissus de Randy Thompson. Là, ils découvrent qu'ils ont commis une grave erreur. Je me suis immédiatement rendu compte que j'avais fait une erreur dans le calcul de la concentration initiale d'éthylène-glycol dans le sang de Randy Thompson. Le chiffre était 10 fois trop faible. Après avoir corrigé de façon appropriée l'erreur mathématique que j'avais faite, nous avons constaté que le taux d'éthylène-glycol était en fait mortel. J'exerce ce métier depuis pratiquement 20 ans et c'était la première fois qu'on me signalait une erreur pareille. Le médecin légiste a commis une grave erreur dans le calcul du taux d'éthylène-glycol contenu dans l'organisme du pompier décédé. Ce taux était en réalité 10 fois supérieur à celui qu'il avait estimé lors d'une première analyse toxicologique. La rectification tardive de cette erreur modifie l'énoncé des causes de la mort. Randy Thompson n'a pas succombé à une détresse cardiovasculaire comme annoncé précédemment, mais à un empoisonnement. L'éthylène-glycol est un antigel utilisé dans les circuits de refroidissement automobile ou industriel. Il s'agit d'un gel visqueux au goût légèrement sucré. Il peut avoir été mélangé accidentellement à d'autres produits. Ainsi, en 1996, 60 enfants haïtiens étaient morts d'une intoxication due à la présence d'éthylène-glycol dans un sirop contre la toux. Et en 2007, on avait découvert des traces d'antigel dans des dentifrices en provenance de Chine. Mais dans notre affaire, les causes de la mort de Randy Thompson n'intéressent plus seulement le médecin légiste, mais la police criminelle. Et Lynn Turner est dans l'œil du cyclone, car il n'est pas exclu que 6 ans plus tôt, elle ait attenté à la vie de son premier mari. D'après le nouveau rapport toxicologique, il était évident que M. Thompson était décédé des suites d'une intoxication aiguë à l'éthylène-glycol. Quand j'ai su que Randy était mort empoisonné à l'antigel, j'ai compris que quand ils allaient exhumer le corps de Glenn pour prélever des tissus, ils découvriraient que c'était la même chose qui l'avait tué.
lequel était l'agresseur et ont décidé de les arrêter tous les deux pour violence conjugale. Ils étaient tous deux blessés. La police vérifie les appels passés par Danny Burlando de son portable et constate qu'il a essayé de joindre Christie 78 fois durant la période de sa disparition. Le nombre d'appels peut aussi être une diversion pour se forger un alibi. Il arrive souvent que des gens signalent une disparition alors qu'ils sont mêlés au meurtre. C'est une manière d'éloigner la police et de faire croire qu'ils n'ont rien à voir dans l'affaire. Les parents de Christie et la police se demandent si, cette fois, Danny Burlando n'aurait pas franchi le point de non-retour. Je leur ai bien dit qu'il était louche, qu'il l'avait déjà frappé par le passé. Je ne le sentais pas du tout, et je voulais vraiment qu'il creuse cette piste. J'avais le pressentiment, en tant que policier et en tant que parent, qu'il s'était passé quelque chose d'horrible. Après une soirée passée au casino, Christie disparaît mystérieusement. Son beau-père étant de la maison, toutes les forces de police du sud de la Californie se joignent aux recherches. La police de San José a mené des recherches de grande envergure. Ils ont couvert des centaines de kilomètres carrés, que ce soit à pied, en voiture ou en hélicoptère. Tout le monde l'a cherché, la police aussi bien que des volontaires. La famille de Christie est convaincue qu'elle a été victime des excès de son petit ami, Danny Burlando. La plupart des meurtriers se débarrassent des corps près de la scène de crime. J'étais tellement sûr que c'était Danny que j'ai tout passé au peigne fin. On a fouillé sa résidence, les alentours de la maison et même les rivières environnantes. Il semblerait que Burlando soit la seule personne ayant un mobile. Il avait toutes les raisons de vouloir la tuer. Je pense qu'elle voulait mettre un terme à leur relation, mais comme toutes les femmes maltraitées, elle n'arrivait pas à le quitter, bien qu'elle sache que ça ne s'arrêterait jamais. Danny possède un alibi pour le début de la soirée. Il dînait chez ses parents. Néanmoins, il n'en a pas pour le reste de la nuit. On sait que son ami l'a déposé devant chez lui à 23h30 et qu'il a utilisé son téléphone portable le lendemain matin. Mais entre les deux, personne n'était avec lui et n'a pu confirmer ses déclarations. Les enquêteurs demandent au casino de visionner les cassettes des caméras de surveillance pour s'assurer que Christie s'y trouvait bien le jour de sa disparition. Il y a plus de 700 caméras dans le casino qui sont placées à l'extérieur et à l'intérieur. Sur les images, on voit sa voiture arriver dans le parking. On la voit ensuite entrer dans le casino et on peut suivre tout ce qu'elle a fait dans le casino durant les 6 heures qui suivent. On la voit ici en train de jouer au blackjack, mais rien n'indique que Danny Burlando l'ait accompagnée. Donnait un goût désagréable. Nous déclarons l'accusée Julia Lynn Womack Turner coupable de meurtre avec préméditation. En mai 2004, Lynn Turner est condamnée pour le meurtre de son mari Glenn. 3 ans plus tard, en 2007, Lynn est également condamnée pour le meurtre de Randy Thompson. Elle purge actuellement une peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de remise de peine. Le verdict de culpabilité a été très dur à entendre. On n'a pas envie d'entendre que sa belle-fille a fait quelque chose comme ça à quelqu'un, quel qu'il soit. Malgré l'erreur mathématique commise par le laboratoire de toxicologie, les experts scientifiques ont fini par découvrir la vérité sur ce qui était arrivé à Randy Thompson et à Glenn Turner. Ça a été difficile de faire éclater la vérité dans cette affaire, même si c'était très simple en réalité. 2 hommes qui avaient eu une relation avec elle étaient morts exactement de la même manière. Sans les preuves médico-légales, on n'avait rien. Il n'y aurait pas eu d'affaire, ça n'aurait été qu'un tas de rumeurs et de on-dit. Mais les preuves médico-légales, ça a été notre atout. C'est ce qui nous a permis de dissiper tous les doutes. Lynn Turner a été reconnue coupable de double homicide avec préméditation et condamnée à purger une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Après 6 ans d'incarcération, la prisonnière est décédée dans sa cellule, à l'âge de 42 ans, victime d'une surdose de médicaments prescrits pour traiter l'hypertension. Nita Thompson, la mère de son second compagnon, a affirmé qu'il ne s'agissait pas d'une intoxication, mais d'un suicide. Lynn Turner a laissé derrière elle 3 enfants. La fille, née de son premier mariage,
et les 2 autres enfants dont Randy Thompson était le père. Décrite comme une personne intelligente et sympathique, Lynn Turner n'en appartenait pas moins à cette catégorie de tueuses en série que l'on surnomme les veuves noires, en référence aux araignées vénéneuses qui tuent leurs mâles après avoir été fécondés. Dans la plupart des cas, les veuves noires assassinent leurs époux les uns après les autres, par appât du gain, quelquefois par haine ou par jalousie, pour se venger de maris infidèles ou de pères incestueux. Elles sont le plus souvent calculatrices et méthodiques. En examinant 100 affaires de tueuses en série depuis 1900, un couple de criminologues a découvert qu'il fallait en moyenne 8 ans aux policiers avant de pouvoir les démasquer. Aux États-Unis, le taux de crimes commis par des femmes depuis 1970 a augmenté, tenez-vous bien, de 138. Disposés dans les lieux publics des magasins ou des entreprises, des milliers de caméras traquent le moindre mouvement des citoyens. Tenez, à titre d'exemple, la Grande-Bretagne compte aujourd'hui 4 millions d'installations, dont 500 000 rien qu'à Londres. Alors, faute d'études statistiques indépendantes, l'efficacité de la vidéosurveillance fait aujourd'hui débat. Mais que peut faire la police lorsqu'une femme disparaît sur le parking d'un casino à 1h du matin, au moment où les caméras étaient braquées sur d'autres voitures que la sienne? Selon les spécialistes, il y a 2 choses fondamentales à savoir quand on se lance dans les cartes. Tout d'abord, il faut connaître les probabilités des jeux de hasard. Ensuite, il faut savoir que les statistiques seront toujours en faveur du casino. Christy Wilson, 27 ans, pensait pouvoir défier les probabilités à son jeu préféré, le blackjack. Selon ses proches, elle avait un don pour les mathématiques. Elle comprenait les nombres. C'était une mathématicienne née. Il lui suffisait d'un regard pour connaître les probabilités ou les pourcentages. Elle avait étudié les jeux de hasard et elle savait comment améliorer sa façon de jouer. Elle était d'ailleurs plutôt douée. Le 4 octobre 2005, elle se rend au Thunder Valley Casino à Lincoln, en Californie, pour y jouer au blackjack. 2 jours plus tard, son petit ami avec qui elle habite appelle la police pour signaler sa disparition. Il affirme qu'elle n'est jamais revenue du casino. Son histoire était bancale. Sa déclaration pouvait l'innocenter tout comme elle pouvait l'incriminer. Danny Burlando, 31 ans, est vendeur de voitures, au chômage. Il a rencontré Christy 1 an plus tôt à une table de blackjack. Ils emménagent ensemble peu après leur rencontre. Christy Wilson et Daniel Burlando avaient une relation que je pourrais qualifier de, disons, tumultueuse. Un jour, elle est venue nous voir couverte de bleu. Pour ma part, je ne les ai pas vus. C'est ma femme qui m'en a parlé. Elle me l'a dit après leur départ. Et j'ai eu envie de tordre le cou de Daniel. La police retrouve la voiture de Christy sur le parking du casino et au premier abord, il n'y a pas de signe de lutte ou d'indices qui permettent de dire qu'elle voulait s'enfuir. Elle avait quasiment tout laissé chez elle, ses affaires de toilette, ses vêtements et des médicaments qu'elle prenait régulièrement. Elle avait même abandonné son chat alors qu'elle l'adorait. C'est le genre de choses qu'on n'oublie pas de prendre quand on veut partir. C'est pour ça que ça nous a mis la puce à l'oreille. 1 mois avant sa disparition, Christy et Danny se sont si violemment disputés que les voisins, pris de peur, ont appelé la police. Les enquêteurs n'ont pas pu déterminer lequel était l'agresseur et ont décidé de les arrêter tous les 2 pour violence conjugale. Mais la jeune femme tente de résister. Au cours de l'empoignade, il laisse des taches de sang à l'intérieur et Christy parvient à griffer Garcia au visage et au torse. Une fois maîtrisé, il met le corps de Christy dans le coffre, où elle laisse un autre cheveu. Les enquêteurs retrouvent la trace du suspect lorsqu'il appelle sa femme de son téléphone portable à 7h51, la preuve qu'il n'était donc pas chez lui comme il l'a prétendu. Seul problème, on ne sait toujours pas où se trouve le corps de Christy. Il reste encore beaucoup de questions sans réponse dans cette affaire. Par exemple, on ne sait toujours pas où se trouve le corps. Et c'est très dur pour la famille, parce qu'elle ne peut pas faire son deuil. Ils aimeraient tellement pouvoir lui offrir un enterrement digne, pour qu'elle repose en paix.
Nous, le jury dans l'affaire mentionnée ci-dessus, déclarons l'accusé Mario Garcia coupable de toutes les charges qui pèsent sur lui. En janvier 2007, Mario Garcia est jugé et déclaré coupable du meurtre de Christy Wilson. Il est condamné à une peine de 59 ans de prison. Je suis innocent. Je n'ai pas tué Christy Wilson. Si la science médico-légale a joué un rôle majeur dans la résolution du crime, Christy Wilson n'y est pas complètement étrangère. Christy Wilson était un témoin muet. Elle était avec nous au procès. Elle nous a bien aidés grâce aux marques qu'elle a laissées sur Mario Garcia. À la fin du procès, lorsque j'ai pu prendre la parole, j'ai dit à Mario, « Oui, tu as gagné, elle est morte. Mais c'est elle qui t'a laissé les cicatrices qui t'enverront en prison pour le restant de tes jours. Elle a sauvé d'autres femmes. » Mario Garcia a persisté à clamer son innocence. Et à ce jour, le corps de la jeune femme n'a pas été retrouvé. Durant le procès qui a duré 8 semaines, près de 90 témoins se sont succédés à la barre. Ensuite, après 3 jours de délibération du jury, le juge a condamné Garcia, reconnu coupable d'homicide, à une peine, pourquoi on ne sait pas, mais de 59 ans d'emprisonnement. L'attitude à la fois lymphatique et agressive de Christy Wilson, enregistrée par les caméras du casino, pourrait s'expliquer par l'absorption contre son gré d'une substance ayant modifié son comportement. On pense naturellement au GHB, appelé autrement la drogue des violeurs. Garcia aurait pu aisément en verser une dose dans son verre pendant qu'elle misait. Les drogues utilisées par les violeurs. Mais s'il est responsable de la disparition de Christy, les enquêteurs sont face à un obstacle de taille. Sans corps, rien ne prouve qu'il y a eu meurtre. Non seulement on n'avait pas de corps, mais en plus on n'avait ni aveu ni témoin. On ne savait pas où le crime avait eu lieu, ni même avec quoi il l'avait tué. Le suspect principal dans cette affaire se nomme Mario Garcia. Il se trouvait avec la victime au casino le jour où elle a disparu. Les enquêteurs obtiennent un mandat pour fouiller sa voiture, mais Mario Garcia l'a déjà nettoyée à l'extérieur et à l'intérieur. Les tapis de sol et le revêtement du coffre ont été retirés. C'était extrêmement suspect. Mais les détergents, l'aspirateur et le shampoing ne peuvent pas venir à bout de tout. Il y avait une petite tache brune sur la banquette arrière. Ça ressemblait presque à une tache de boue ou de terre. Une analyse préliminaire révèle la présence de sang. Toutefois, le traitement anti-tache présent sur la banquette interdit toute analyse ADN. Je n'ai pas pu effectuer de test parce qu'il y avait un inhibiteur sur l'échantillon. Un inhibiteur empêche de séquencer l'ADN et donc de faire des tests. Les techniciens trouvent également des traces de sang sur les coutures entre les sièges et des éclaboussures sur la poignée extérieure de la portière passager. Le coup avait été si violent que du sang avait été projeté à moyenne, voire grande vitesse. C'est pour ça qu'elle avait cette forme-là. L'étau se resserre autour de Mario Garcia. En quittant le casino vers 1h du matin, il s'est engagé dans la direction opposée de celle de son domicile. Bien que son épouse ait refusé de témoigner, il semble qu'il ne soit rentré chez lui qu'après 8h du matin. Il avait le visage couvert de griffures. Une tache de sang a été détectée sur la banquette arrière de sa voiture. Et les enquêteurs ont fait 2 autres découvertes, cette fois capitales. De longs cheveux blonds étaient présents dans la voiture, l'un dans le coffre, l'autre sur la poignée extérieure côté passager. Ces indices accablants vont-ils définitivement faire basculer l'enquête? L'ADN des cheveux trouvés dans la voiture de Mario Garcia correspond à celui retrouvé sur la brosse de Christy. La probabilité qu'un autre individu présente la même séquence ADN que celle retrouvée dans les cheveux est d'1 sur 720 quintillions pour les personnes de race blanche. Mais ce n'est pas tout.
Le sang trouvé dans la voiture du suspect est un mélange du sang de Mario Garcia. La liste de ses appels indique qu'il ne se trouvait pas chez lui à cette heure. Nous avons pu établir qu'il a appelé sa femme de son portable le matin même à 7h51. L'appel a été relayé par une antenne au nord de la maison. Si Mario Garcia affirme être arrivé sur son lieu de travail un peu avant 9h, soit à l'heure de son premier rendez-vous, ce n'est pas le cas de ses collègues, qui se souviennent plutôt l'avoir vu arriver aux alentours de 10h, et selon eux, il avait plusieurs griffures au visage. Les autres employés l'ont immédiatement remarqué et lui ont fait des blagues comme « Alors, on s'est fait tabasser ? Au moins, j'espère que tu l'as bien dérouillé. » Tout le monde avait vu qu'il était marqué au visage. Le point important dans tout ça, c'est qu'il n'avait aucune blessure de ce genre la veille au soir. Mais pour Garcia, il se serait tout simplement blessé en faisant du jardinage. On vous a frappé ? J'ai heurté un arbre avec mon tracteur et j'ai eu du sumac vénéneux partout sur le visage. Ça paraissait peu probable. Je ne connais pas beaucoup de gens qui taillent leurs arbres entre 1h et 8h du matin avant de partir en rendez-vous professionnel. Connie Mitchell est chargée d'analyser les photos des blessures du suspect. Je suis experte en médecine d'urgence et comme on peut s'y attendre, j'ai vu toutes sortes de blessures différentes au cours de ma carrière. Elle s'intéresse tout particulièrement aux 4 griffures parallèles présentes sur la partie gauche du torse et du visage du suspect. Le point important, c'est qu'elle se trouvait sur la partie gauche de son torse. Si la victime est droitière, il y a de fortes chances que les griffures qu'elle inflige au meurtrier se trouvent justement sur la partie gauche. Christy Wilson était droitière. De plus, les marques sont régulières, alors qu'un accident de jardinage aurait sans doute laissé des marques aléatoires. Lorsque les blessures dessinent une forme géométrique, comme celle laissée par des marques de griffures qui sont parallèles, la thèse de l'accident de jardinage paraît beaucoup moins plausible. Connie Mitchell est convaincue que ces blessures ont été causées par une personne qui a tenté de se défendre. Christy nous a laissé un message. Elle voulait que ses parents, la police et les experts sachent ce qu'il s'était réellement passé. Les scientifiques de la police fouillent ensuite l'ordinateur de Mario Garcia et y trouvent d'autres preuves. On a appris qu'il avait été sur des sites de toxicologie médico-légale, de balistique, et il y avait même un site sur les drogues utilisées par les violeurs. Mais s'il est responsable de la disparition